Bienvenue au podcast Lifespan, où nous abordons la science du vieillissement et la façon d'être en meilleure santé à chaque étape de la vie. Je suis David Sinclair, je suis professeur à la Harvard Medical School. Je dirige un laboratoire de recherche qui étudie le vieillissement, les raisons pour lesquelles nous vieillissons et pourquoi nous pourrions ne pas avoir à les subir. J'y travaille depuis 20 ans et nous avons fait quelques percées dont nous allons parler dans ce podcast. Je suis également rejoint par mon charmant co-animateur Matt Laplan. Adorable, talentueux, brillant. Raisonnablement talentueux. Et beau gosse. Vous êtes un grand écrivain. Nous avons coécrit un livre ensemble. Je prends ce compliment, merci. Et nous avons été très enthousiasmés par la manière dont ce livre a été reçu. Pourquoi ne pas faire passer le mot à ceux d'entre vous qui ne l'ont pas lu? Et c'est très bien. Nous allons entrer dans les détails dans cet épisode pour vous donner la base de ce dont nous allons parler dans cette série. Et si vous avez lu le livre, ce n'est pas grave non plus, car beaucoup de choses ont changé au cours des 3 dernières années depuis la publication du livre. Oui, donc parlons un peu de vous avant d'entrer dans le vif du sujet. Vous êtes un écrivain, vous avez été reporter, vous avez été correspondant de guerre. Qu'est-ce que j'ai oublié? Je suis professeur de journalisme à l'Université d'État de l'Utah. D'accord, ce n'est pas l'université d'Harvard, mais... C'est l'Université Harvard de l'Ouest des montagnes. Quoi qu'il en soit, vous êtes brillant à l'écrit et je n'aurais certainement pas pu écrire ce livre sans vous. Mais dans ce podcast, nous allons vraiment parler beaucoup et cela chaque semaine. Oui. Nous sommes en train d'écrire un autre livre qui sortira, nous l'espérons, probablement l'année prochaine. Oh mon Dieu! Oui, eh bien, nous allons aussi vite que nous le pouvons. Donc, Matt et moi parlons beaucoup et nous avons ces conversations qui sont plutôt amusantes. Et tous ceux qui ont entendu ces conversations nous ont conseillé d'en faire un podcast. Oui, elles sont marrantes pour nous. Eh bien, on verra. Ça peut être drôle pour d'autres personnes, mais le fait est que vous faites ressortir le meilleur de moi-même. Vous agissez avec les questions que je dois me poser et c'est ce qui a donné naissance à Lifespan. Il s'agit de poser les questions auxquelles je n'aurais pas pensé répondre. Eh bien, pour moi, cette expérience, c'est comme... Et chaque fois que je travaille avec quelqu'un sur un livre, mais surtout pour une raison quelconque, la façon dont nous nous sommes entendus, j'ai l'impression de sortir de ces conversations que je viens de traverser comme un cours d'études supérieures. Et c'est chose pour laquelle je n'ai aucune expertise personnelle. Je n'ai jamais fait d'études pour faire ce que vous faites. Mais je sors de ces conversations et j'ai l'impression d'avoir été en classe de manière très positive, parce que je suis un apprenant permanent. J'adore ça. C'est vrai. Je suis un étudiant en ce moment et c'est quelque chose que nous pouvons partager avec tout le monde. Eh bien, ça semble naïf, mais c'est vraiment un mariage parfait. Vous, avant que je vous rencontre, aviez écrit un livre sur l'épigénétique. C'est la clé pour comprendre le vieillissement. Vous aviez écrit un livre sur les animaux de l'extrême. Votre livre, vous voulez le mettre en avant ou... La biologie des extrêmes? Oui. Et vendre autant d'exemplaires que Lifespan? Eh bien donc oui, nous devrions le mettre en avant. C'est un très bon livre. Merci. Il s'agit d'animaux qui nous apprennent comment optimiser notre biologie, ce qui sera un des sujets de cette série. Oui, et en fait, nous allons en parler un peu aujourd'hui aussi. Le but de cette série, parlons de la raison pour laquelle nous faisons cela, en plus de nous divertir et de divertir les autres, et que nous sommes à un tournant de l'histoire de la médecine. Nous comprenons enfin, en tant qu'espèce, comment contrôler notre biologie, comment optimiser notre corps au début de la vie, au milieu de la vie et certainement à la fin de la vie, pour mener des vies qui peuvent être plus longues, de plusieurs décennies et plus saines. Il nous est difficile pour le commun des mortels de comprendre, et encore moins de digérer, des milliers d'articles scientifiques. J'ai une équipe de chercheurs. En fait, aujourd'hui, nous sommes soutenus par une équipe de chercheurs qui nous ont aidés à rassembler des informations provenant de toute la littérature scientifique. Mon travail et le vôtre consiste à présenter cela comme une leçon aux personnes qui veulent écouter et apprendre au-delà de ce qu'elles entendent et peuvent lire sur Internet, qui est en fait une information assez peu fiable. Je promets d'être une source de faits et d'informations. Lorsque nous présentons une étude, les gens peuvent la consulter. Si je ne sais pas quelque chose, nous ferons en sorte de trouver la source originale de cette information pour que vous puissiez avoir confiance. Si nous disons que quelque chose est véridique, c'est définitivement un fait. Et nous ne vendons rien. Je ne vends pas de suppléments alimentaires. Donc, quand je parlerai de compléments alimentaires plus tard, ce sera basé sur des faits. Et nous promettons également de préciser s'il s'agit d'une étude sur un organisme vivant, une cellule de levure, une souris ou un
être humain. Sinon, les gens confondent une étude sur une souris avec une étude sur un être humain. Et il y a une grande différence entre une souris et un humain, bien sûr. Très bien. Alors nous allons faire ceci pendant 8 épisodes. L'épisode d'aujourd'hui est « Pourquoi nous vieillissons ?» Nous allons nous plonger dans ce sujet dans une seconde, mais donnons un bref aperçu de ce que nous allons faire maintenant. La raison pour laquelle nous faisons ce podcast est que nous vivons un moment très important dans l'histoire de la médecine, aussi important qu'il y en a eu sur des avancées majeures au cours de l'histoire. Nous allons pouvoir vivre des décennies de plus avec la science qui émerge chaque semaine. Ça me fait tourner la tête et je veux en faire profiter le public et lui fournir des informations concrètes. Il y a des choses que les gens peuvent faire dans leur vie quotidienne à partir d'aujourd'hui pour s'assurer qu'ils vivent correctement maintenant et pendant des décennies dans le futur et pas seulement vivre plus longtemps, mais vivre beaucoup mieux aussi. Et cela inclut des coûts faibles ou nuls. Ce sont des choses que les gens peuvent réellement mettre en œuvre dans leur vie dès maintenant. Exact. Les prochains épisodes ne porteront pas seulement sur ce qu'il faut manger, mais aussi sur le moment où il faut manger. Et le fait de condenser les repas sur des périodes de temps plus courtes permettra d'économiser de l'argent. Et certains des compléments dont nous parlerons, des traitements et même des médicaments, sont relativement bon marché. Ce n'est donc pas réservé aux milliardaires. Ce sont des choses que nous pouvons mettre en œuvre dès maintenant, et c'est ce qui est fascinant. Ce dont je veux parler, c'est de la science derrière ça, parce que pour le moment, les gens sont confus. Que dois-je manger? Quand dois-je manger? Dois-je manger de la viande? Dois-je manger des légumes? Nous allons passer en revue tout cela dans les épisodes à venir. Nous allons même parler de... Et c'est pas seulement manger, c'est comment faire de l'exercice et quand faire de l'exercice. Bien sûr. Nous allons avoir un épisode sur la façon dont nous devrions stresser nos corps. Le stress est important, donc un peu de stress sur le corps le met en mode défensif. Nous allons parler de ce concept d'hormèse dans les prochains épisodes. Nous allons plonger dans les détails et dire d'accord, il y a cette étude qui montre que si vous faites tant d'exercices, vous obtenez tant de longévité. Si vous mangez ceci, vous obtenez cette longévité musculaire. Il y a la thérapie par le froid, il y a la thérapie par le chaud, il y a les peptides, il y a des choses appelées exosomes. Nous allons directement à la pointe de la science pour voir ce qui est prévu dans le futur, y compris l'inversion de l'âge. Un nouveau concept dans ce domaine également. Dans cet épisode, nous nous intéressons aujourd'hui au vieillissement. Pourquoi le vieillissement se produit? C'est ça. Nous voulons fournir la compréhension fondamentale de la biologie qui nous dit pourquoi nous vieillissons et finalement pourquoi nous ne devrions pas vieillir. David, la recherche dans ce domaine évolue très vite en ce moment. C'est difficile à suivre. C'est même difficile pour vous de suivre parfois, non? C'est vrai, je lis des articles scientifiques avant même de sortir du lit et je suis là pour les résumer et les présenter. Mais il y a tellement de publications qui sortent chaque semaine que j'en ai la tête qui tourne. Avec la technologie qui est développée, nous pouvions faire 1 million d'expériences qui prenaient 1 an chacune quand j'ai commencé dans ce domaine. Et donc cela permet aux publications de fleurir en ce moment dans ce domaine. Cela permet aux chercheurs de faire beaucoup plus de travail en moins de temps. Le résultat est qu'il y a beaucoup à étudier. En effet, il y en a et il en sort chaque semaine. Le but est donc de tenir tout le monde au courant des dernières découvertes technologiques et de ce qui peut être appliqué dans la vie quotidienne, car nous en apprenons presque tous les jours. Et ceci est le but du podcast de Lifespan. Mais si vous n'avez pas lu Lifespan, c'est bon, pas vrai? Non, c'est pas OK. Nous allons vous mettre à niveau, vous devriez. Si vous n'avez pas lu Lifespan, vous devriez le faire. Mais vous n'êtes pas obligé de mettre la vidéo en pause maintenant. Oui, nous allons donner à tout le monde un aperçu du contenu de Lifespan. Mais si vous avez lu le livre, tant mieux. Nous allons passer en revue les principaux sujets afin que tout le monde nous suive dans les 7 autres épisodes. Et même si vous avez lu le livre, il y a plus d'informations. Ça fait quelques années que le livre a été publié. Oui, nous sommes à des années-lumière par rapport à l'époque de Lifespan. Il y a beaucoup de choses à dire, y compris des choses que vous pouvez appliquer dans votre vie quotidienne et que nous ne connaissions pas au moment de la rédaction de Lifespan. L'une des perceptions erronées que beaucoup de gens ont du livre et de vos recherches, c'est qu'ils pensent que vous essayez de prévenir la vieillesse. Eh bien, c'est le cas, mais ce n'est pas la seule chose. Parce que ce dont nous parlons vraiment, c'est de prévenir le vieillissement. Et cela ne se fait pas uniquement lorsque nous sommes vieux. Bien sûr que non. En fait, cela se produit tout au long de votre vie et avant même votre naissance. Et nous allons voir exactement comment nous le savons. Mais c'est fascinant. C'est un domaine de recherche fascinant. Des études récentes ont permis de mesurer l'âge d'un enfant in utero.
Oui, en fait, quand on est jeune, on vieillit plus vite que quand on est vieux. Nous parlerons de cette horloge plus tard. Mais ce qui est important ici, c'est que nous pouvons améliorer notre santé, notre survie à long terme, à tout âge. Nous allons parler de ces leçons et de ce que les gens peuvent faire à tout âge pour améliorer leurs chances d'être en bonne santé plus tard dans la vie, ainsi que pour avoir une belle apparence et fonctionner de manière optimale maintenant. Très bien. Il y a beaucoup d'idées fausses sur ce qu'est le vieillissement. Je pense que cela vient en partie de l'amalgame entre le vieillissement et les années vécues, ce qui est logique pour la majeure partie de l'histoire de l'humanité. Car plus les gens sont âgés et plus ils vieillissent, ou du moins, comme nous le conceptualisons, plus âgés. Mais l'autre chose que les gens ont longtemps supposée est que le vieillissement est inévitable. Vous m'avez fait remarquer, et je pense que je vous crois, que ce n'est pas le cas. Dans mon laboratoire, nous pouvons contrôler le vieillissement de façon très précise et à volonté. Nous pouvons l'accélérer aussi vite que nous le voulons chez un animal et même l'inverser. Donc le vieillissement est maintenant contrôlable. Nous avons la technologie pour contrôler la vitesse à laquelle nous vieillissons. Nous pouvons la mesurer, la ralentir et même l'inverser. Et l'une des raisons pour lesquelles nous faisons cela aujourd'hui est de s'assurer que tout le monde sache que cela arrive, parce que cela va changer fondamentalement le cours de l'histoire humaine. Et c'est quelque chose qui ne devrait pas être très choquant pour nous. Parce qu'en fait, si vous regardez dans le règne animal, il y a toutes sortes d'animaux qui vieillissent à des vitesses différentes, à des rythmes différents. Même si, comme nous allons le voir, la source fondamentale du vieillissement est la même pour tous, nous vieillissons à des rythmes différents. Eh bien, nous le savons, et parfois je suis critiquée, car je dis que la première personne qui atteindra 150 ans est déjà née. Et les gens disent, comment pouvez-vous dire ça? Qu'est-ce qui vous fait croire que nous pouvons vivre ne serait-ce que 5 ans de plus? Eh bien, si nous regardons le règne animal, tout d'abord, il y a beaucoup d'espèces qui vivent très longtemps. Il n'y a aucune raison que nous ne puissions pas faire ce qu'elles font. Et si nous apprenons comment ils le font, nous pouvons l'appliquer à nous-mêmes. Je sais que vous êtes fasciné par l'un de ces animaux. En fait, il y a une photo d'eux sur votre écran d'ordinateur en ce moment. Un de vos enfants travaille sur ces taupes. Oui, Alex, c'est notre enfant le plus âgé. Ce sont des rats aux pieds nus, ils sont fascinants, ils ont l'air bizarres, ils ont des dents pointues et le reste du corps est long. Ça ressemble à une capote remplie de noix en fait. Ouais, ils sont vraiment bizarres, mais ce qui est excitant de travailler sur eux, et Vera Gorbanova et le professeur avec qui Alex travaille, ils ont découvert que ces animaux ont des traits particuliers biologiquement et au niveau moléculaire qui leur permettent de vivre des décennies de plus qu'un rongeur typique qui peut vivre un peu plus de 2 ans et les rats plus de 4 ans. Mais il existe des animaux similaires et l'un d'eux vit... Combien de temps vit-il, le rat taupe ? Au-dessus de 30 ans. Plus de 30 ans. Mais les rongeurs communs ou d'autres rongeurs, la plupart des rongeurs vivent peu de temps, non ? Oui, et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une raison à cela. Les animaux qui n'ont pas beaucoup de prédation, les baleines, mollusques, requins, rats taupes qui vivent sous terre, ne sont pas mangés. Ils peuvent donc consacrer leur énergie à élaborer un corps durable et par conséquent, ils se reproduisent aussi lentement. Mais ce qui est important, c'est que vous pouvez élaborer un corps qui vit plus longtemps. Et nous pouvons le faire aussi. Nous pouvons apprendre de ces animaux en étudiant ce qui leur permet de vivre si longtemps. Vous venez de citer quelques-unes des espèces les plus connues pour leur longévité. On peut en parler ? Peut-on parler de ce qui fait que chacun de ces animaux peut vivre si longtemps ? Oui, en fait, nous devrions aussi parler du pin de Bristol Cone, qui est une espèce d'arbre que vous alliez étudier lorsque je vous ai rencontré. J'étais dans le White Mountains. En fait, la première fois que vous m'avez appelé, j'étais en route pour aller voir les pins Bristol Cone. Oui. Combien de temps vivent-ils ? Environ 5000 ans. C'est absolument incroyable. Ils étaient déjà anciens quand Jésus est né. Ah oui. Ce que nous pouvons apprendre de ces espèces, c'est qu'il n'est pas nécessaire de vieillir. Ok, mais il y a une grande différence entre un pin bristlecone et un être humain, ou un rat taupe nu, d'ailleurs, n'est-ce pas ? Non, nous sommes tous élaborés à partir des mêmes éléments. On a de l'ADN, des protéines, de l'ARN. Nous pouvons faire en sorte de vivre aussi longtemps. Si nous n'avions pas de prédateurs pendant les 10 millions d'années à venir, nous vivrions pendant des siècles. On n'a pas le temps d'attendre que l'évolution s'installe. Nous pouvons créer nous-mêmes la façon dont le processus d'évolution nous fera vivre plus longtemps.
Une des choses intéressantes à propos des pins bristlecone, et vous le voyez, si vous allez n'importe où, se trouvent des arbres noueux. Ils n'ont pas vraiment l'air très vivants la plupart du temps. Ils vivent dans des environnements incroyablement hostiles. Et c'est caractéristique de beaucoup d'espèces à longue vie. Y a-t-il un indice là ? Eh bien, ces espèces qui n'ont pas beaucoup de prédation vivent longtemps, mais aussi dans des environnements extrêmes. Ils activent les défenses de leur corps contre le vieillissement. Et nous pouvons appliquer la même chose à nous-mêmes. C'est un concept appelé hormèse, et nous y reviendrons dans d'autres épisodes. Mais l'adversité, tant qu'elle ne nuit pas à votre corps, vous rendra en meilleure santé et vous permettra de vivre plus longtemps. Ok, et je comprends votre point de vue, je veux dire, il y a des grandes similarités entre tous les organismes vivants. Mais je pense aussi qu'il est difficile d'argumenter qu'un arbre est quelque chose dont on puisse hériter. Mais nous n'avons pas besoin d'avancer cet argument car il existe d'autres organismes qui vont du pin bristlecone, qui est une plante, à l'éponge, qui est un animal, en passant par le mollusque, qui est un animal, et à la baleine, qui est un mammifère. Et nous nous rapprochons de plus en plus des humains, et dans toutes ces catégories, nous avons des organismes qui ont appris à vivre beaucoup plus longtemps que nous. Exact. Nous sommes essentiellement des baleines debout. Cela semble dingue, mais au niveau moléculaire, si vous regardez la biochimie, nous ne sommes séparés que par 40 millions d'années, ce qui est un clin d'œil dans le temps géologique. Nous pourrions en fait vivre aussi longtemps que les baleines. Il n'y a pas tant de différence que ça entre nous. Et la baleine vit... Nous savons que les baleines boréales peuvent vivre des centaines d'années, plus de 200 ans. Eh bien oui, et ils savent ça comment ? Ils le savent parce que, eh bien pour un certain nombre de raisons, il y a eu des études vraiment intéressantes sur ce sujet. Mais l'une des raisons est qu'ils ont daté un harpon qui était coincé dans une baleine boréale depuis 200 ans. Et la baleine était encore vivante quand ils l'ont retirée de la baleine. Enfin, je pense qu'ils l'ont trouvée une fois tuée, mais... Oui, ce qui est intéressant, c'est qu'on a maintenant le génome de ces animaux et on peut voir qu'ils ont des copies multiples de ce qu'on appelle des gènes de longévité, dont certains ont été découverts quand j'avais une vingtaine d'années. Ce sont des gènes qui protègent le corps. Les gènes de longévité sont en fait activés par l'adversité et il existe des moyens de les modifier. Mais les baleines ont naturellement des copies multiples et des niveaux plus élevés de ces mécanismes de protection de la longévité. Et le pin de bristlecone en a des quantités énormes. Le problème... Et c'est cette connexion que vous faites là. Vous vous dites, oh regardez, on voit ça chez le pin sylvestre, on voit ça chez la baleine. Et au fait, ce gène existe aussi chez les humains. Oui, nous ne sommes pas si différents d'une banane en fait, des génomes à 40%. Vous n'êtes pas si différent de la banane. Eh bien, je ne vais pas m'aventurer sur ce terrain, Matt. Mais ce qui est important, c'est que lorsqu'on étudie d'autres organismes, qu'il s'agisse d'une banane, d'une cellule de levure, d'un ver ou d'une mouche, on peut en tirer des leçons sur la biologie et surtout sur le vieillissement. Nous pouvons en apprendre davantage sur le vieillissement à partir d'une cellule de levure que sur la maladie d'Alzheimer ou le cancer. C'est pour ça que vous êtes dédaigneux à propos de l'indifférence des gens, à propos de, par exemple, seulement chez les souris. Quand les gens disent « Oh, nous avons découvert ceci », les gens disent « Oh, seulement chez les souris ». Il y a beaucoup de choses à apprendre des souris. Eh bien, nous le pouvons, et le vieillissement est l'une de ces choses universelles. Et ce qui est vraiment remarquable, ce que nous avons appris au cours des 20 dernières années, c'est que les mêmes gènes qui contrôlent le vieillissement fonctionnent chez les vers, chez les mouches, les souris et même les humains et même les levures. Ce n'est pas rien. Nous ne le savions pas il y a 30 ans. Nous savons maintenant qu'il existe un ensemble fondamental des gènes qui contrôlent la vitesse à laquelle nous vivons. Et nous pouvons également l'exploiter pour ralentir notre propre vieillissement. Et comme nous le verrons plus tard, nous pouvons utiliser ces connaissances pour inverser le processus de vieillissement. Nous parlons de ces gènes. Comment s'appellent certains de ces gènes ? Eh bien, il y a plusieurs catégories. Il y a des centaines de gènes de longévité connus, mais ils se répartissent en 3 grandes catégories. Le premier s'appelle mTOR. C'est un petit M pour mammifère et TOR, la cible fonctionnelle de la rapamycine. Donc, mTOR est un gène de longévité qui fabrique une protéine qui détecte les acides aminés. Donc, quand vous mangez un gros steak, l'activité de mTOR est activée. Et mTOR dit maintenant, ok, j'ai beaucoup de protéines, je vais faire du muscle, je vais brûler de l'énergie. C'est pourquoi lorsque vous mangez un steak, vous développez plus de muscles que si vous ne mangez pas beaucoup de protéines. Est-ce que c'est une bonne chose ? Non, en fait, ça ne l'est pas. Ce que vous voulez, c'est que le niveau de mTOR soit bas pour être inhibé. Et quand l'activité de mTOR est faible, c'est là que la durée de vie est la plus longue. Les souris qui reçoivent un médicament appelé rapamycine, qui est utilisé pour supprimer le système immunitaire chez les patients, mais vous pouvez prendre de faibles doses ou le donner à faible dose à une souris. Ces souris vivent beaucoup plus longtemps. Même si vous leur donnez de la rapamycine à l'âge de 20 mois, qui correspond à une souris très âgée, elles vivent
vivent encore toujours plus longtemps. Donc, une faible activité de mTOR est un signal qui indique que les temps sont durs, que vous n'avez pas assez de nourriture, que vous devez vous préserver, construire un corps plus fort, survivre. Et le résultat de cela est une vie plus longue pour ces souris. Mais il s'avère que ce n'est pas seulement pour les souris. Vous donnez de la rapamycine à une cellule de levure ou à une mouche ou un ver, ils vivent aussi plus longtemps. Donc, avec ces médicaments, vous pouvez accéder à ce programme universel de longévité. Vous avez un collègue de longue date qui travaille sur mTOR depuis très longtemps. Je sais que vous êtes très impressionné par son travail. Je pense que vous faites référence à Matt Kaberlein. Il fait du bon travail. Ses derniers travaux sont fascinants. Il traite des chiens avec de la rapamycine et montre que cela protège leur cœur. Et il a également testé leur durée de vie. Et nous voyons chez les chiens ce que nous avons vu chez la levure dans la myosine. La rapamycine fonctionne. Cette cible de la rapamycine, ce gène influencé d'une certaine manière, fonctionne de la même façon dans toutes les espèces. C'est pourquoi je pense qu'il sera plus difficile de résoudre le problème du vieillissement que celui du cancer et des maladies cardiaques, parce que le vieillissement est fondamentalement préservé. Nous pouvons faire des progrès rapides en prolongeant la durée de vie de petites cellules, de levures, de vers, avec des produits chimiques, puis les reporter chez l'homme. Nous verrons qu'ils fonctionnent de la même manière, comme la rapamycine semble le faire. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que le vieillissement n'est pas si compliqué que cela, une fois que l'on a compris les gènes qui le contrôlent, ainsi que les causes fondamentales du vieillissement. Vous venez de dire gènes qui le contrôlent. Donc on a parlé de mTOR, mais il y a d'autres gènes qui le contrôlent et on va voir des choses similaires dans chacun de ces gènes. De quoi voulez-vous parler après mTOR? Passons à la deuxième catégorie. La deuxième catégorie est l'AMPK. C'est une kinase activée par l'ANP. Alors qu'est-ce que l'AMPK? On dirait le nom d'un groupe de punk. Mesdames, messieurs, c'est AMPK. Et dans ce cas, on ne veut pas qu'il y en ait moins. On veut qu'il y en ait plus. On peut activer l'AMPK. Et comment on fait ça? En mangeant moins. Il faut jeûner. Et ça va activer l'AMPK, ça va faire plusieurs choses. Ça rendra votre corps plus sensible à l'insuline, ça aspirera le sucre de votre sang, qui peut être toxique s'il reste élevé. Mais ça accélérera aussi les centres de production d'énergie du corps, ces sacs remplis de membranes qui sont en fait d'anciennes bactéries vivant dans notre corps appelées mitochondries. Qui travaille sur le AMPK? Qui s'occupe d'étudier l'AMPK en ce moment? Cela a été étudié par des milliers de laboratoires, mais ce qui est le plus intéressant, je pense, en ce moment, est de voir si un médicament qui active l'AMPK prolonge la durée de vie humaine, ralentit le vieillissement. Et c'est le travail de Neil Barr, mon bon ami à New York, à l'Albert Einstein College of Medicine. Et le médicament est la metformine, qui est, comme la plupart des gens le savent, un médicament contre le diabète. Oui, la metformine est vraiment intéressante car elle est très sûre. C'est l'un des médicaments les plus sûrs jamais connus. Il figure sur la liste des médicaments essentiels pour l'humanité de l'Organisation mondiale de la santé dans la plupart des pays du monde. Il coûte quelques centimes et on peut se le procurer facilement. Ils vous payent pour que vous le preniez. En fait, dans ces pays, ils veulent que vous puissiez y avoir accès, comme l'aspirine. Aux États-Unis, dans beaucoup de pays anglophones, en Europe, il faut une ordonnance pour ce médicament. Et c'est le traitement de première ligne pour le diabète de type 2 ou l'hyperglycémie. Il y a un essai actif en cours sur l'homme appelé « Cibler la vieillesse avec la metformine ». C'est ça, la même étude, oui. Alors pourquoi pensons-nous que la metformine est efficace? Tout d'abord, mon laboratoire, en collaboration avec Raphaël de Cabo à l'Institut national du vieillissement, a montré dans une étude sur des souris que si on leur donne de la metformine, ces souris sont en bonne santé et vivent plus longtemps. Encore une fois, cela ne prouve pas que cela fonctionne chez l'homme, mais vous pouvez prendre des dizaines de milliers de personnes, et des gens par milliers sont sous metformine pour le diabète de type 2. Nous avons examiné leur santé globale et leur durée de vie. Et ce dont je vais vous parler me stupéfait. Les diabétiques de type 2 qui prennent de la metformine vivent en moyenne plus longtemps que les personnes qui n'ont pas de diabète de type 2. De plus, ils sont protégés contre les maladies. Ainsi, si vous êtes sensible au cancer, aux maladies cardiaques et que vous êtes fragile, ceux qui prennent de la metformine réduisent le risque de ces maladies, tandis que ceux qui ne prennent pas de metformine voient ce risque augmenter avec le temps. Ok, pourquoi cela? Que se passe-t-il au niveau moléculaire? Eh bien, l'AMPK est un capteur d'énergie et une faible énergie est une bonne chose pour la longévité. C'est une des raisons pour lesquelles je jeûne et nous y reviendrons dans un prochain épisode. Mais l'AMPK joue un rôle central dans la détection du manque d'énergie et en réponse, elle protège l'organisme parce qu'elle pense que nous allons manquer de nourriture.
C'est donc une autre preuve du terme hormèse. Ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort. Et la MPK est un régulateur central de défense de l'organisme. Elle va réduire la régulation de mTOR. Elle va activer d'autres gènes de longévité et c'est vraiment important. Les gènes travaillent de concert les uns avec les autres. C'est un concept très important car il y a une dizaine d'années, des scientifiques comme moi se battaient pour savoir quel gène de longévité était le plus important. C'est assez pathétique. C'est très typique des scientifiques. Tout le monde veut être la personne la plus intelligente, mais ce que nous avons finalement réalisé il y a 10 ans, c'est que ces gènes parlent entre eux et ils font partie d'un réseau. Ce qui est en fait une bénédiction et une malédiction, car vous pouvez en modifier un et affecter les autres. Mais maintenant, nous sommes confrontés à ce dilemme. Lequel vaut-il mieux modifier ? Et si vous modifiez 2 ou 3 sur 3, est-ce bon ou mauvais ? Nous y reviendrons dans les prochains épisodes. Bien, et ok, donc vous avez dit 3 maintenant, donc j'entends des choses similaires et je pense que c'est vraiment important. L'une d'entre elles est que ces gènes sont activés par le stress. C'est le cas du mTOR, la MPK également, et le gène sur lequel vous travaillez depuis très longtemps aussi. Eh bien, c'est une famille de gènes. Nous en avons 7 que nous appelons sirtuines. Et nous les avons associés au vieillissement après mon doctorat au MIT dans les années 1990. Notre groupe cherchait à savoir ce qui pouvait faire vivre les cellules de levure plus longtemps et une mutation nous a conduit à un gène appelé SIR2, SIR2. C'est l'abréviation de régulateur d'information silencieux numéro 2. Et l'information est la clé. Nous y reviendrons plus tard. Mais cet ensemble de gènes de sirtuines, cette famille s'est avérée chez la levure, les vers, les mouches, les souris et maintenant les humains, être un régulateur central très important de la longévité. Nous avons montré en 2005 que le jeûne active les sirtuines et, plus tard, que l'exercice physique active ces gènes. Nous pensons donc qu'un grand nombre des choses que les médecins nous conseillent de faire pour vivre plus longtemps et être en meilleure santé agissent par l'intermédiaire des sirtuines, de concert avec les 2 autres catégories de gènes dont nous venons de parler. Vous savez, j'apprécie vraiment ça parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à reprocher aux médecins en ce moment. Ils ne nous disent jamais la même chose. Ils ne nous disent jamais la même chose, mais ils nous ont toujours dit de suivre un régime et de faire de l'exercice. Et peut-être que les conseils individualisés sont un peu différents, peut-être qu'ils sont un peu décalés, mais c'est comme manger mieux, faire de l'exercice. Et c'est ce qui aide à activer les sirtuines pour faire ce qu'elles font. Oui, et c'est un concept important parce que la plupart des gens pensent que lorsque l'on court, le sang circule et nettoie les artères et que lorsque l'on mange moins, c'est tout simplement bon pour nous. Mais ce n'est pas ce qui se passe. Eh bien, c'est vrai. Ce que nous avons découvert, c'est que ces gènes de longévité, ces 3 catégories que nous venons de mentionner, doivent être régulés à la baisse ou à la hausse d'une certaine manière. Comment appliquer ces styles de vie, certains types de régimes quand vous mangez et que vous faites de l'exercice essentiellement ? Vous voulez tromper votre corps en lui faisant croire qu'il est sous la menace d'une adversité de survie. Il ne faut pas trop en faire, vous ne voulez pas endommager votre corps pour qu'il en subisse l'effet inverse, mais vous voulez lui donner un peu de stress et il aura de grands résultats et vous donnera un retour sur investissement pour les décennies à venir. Bon, je sais que nous avons parlé de ces 2 autres gènes de longévité, mais je veux vraiment, parce que vous êtes le gars des sirtuines, je veux plonger un peu plus profondément dans ce qui fait fonctionner ces choses. Et ça devient un peu plus compliqué. Mais c'est important pour la théorie de l'information sur le vieillissement, et cette idée vers laquelle nous allons nous diriger dans une minute, qui est la X-différenciation. Pouvons-nous parler un peu de la raison pour laquelle les sirtuines font ce qu'elles font et comment cela fonctionne au niveau génétique ? Très bien, faisons un peu de biologie. Bon, certaines personnes n'ont pas eu de leçons de biologie depuis des décennies. Ah, ça fait longtemps. Oui. Alors commençons par la cellule. La cellule est un sac microscopique de fluide rempli de protéines. Les protéines sont codées par l'ADN qui se trouve dans une partie de la cellule appelée le noyau. Alors transformons-nous en microscope. Plongeons dans une cellule et regardons ce qui s'y trouve. Donc tout d'abord, nous perçons la membrane externe. Il y a beaucoup de protéines à la surface qui apportent des choses comme le sucre et les acides aminés qui sont importants. Maintenant, nous nageons autour et nous pouvons voir qu'il y a une autre petite structure qui est entourée d'une membrane appelée le noyau. Donc on va passer par là. Faisons-y une pause. On peut nager à travers. Ce que l'on retient de la biologie du collège, c'est que c'est le cerveau de la cellule. C'est l'information.
L'information génétique de la cellule codée dans un brin d'1,80 m de long d'un composé appelé ADN. Et ça, c'est 1,80 m d'ADN dans ce petit microscope. On ne peut même pas le voir. Et il y en a tellement dans le corps qu'il s'étend d'ici à la Lune et vice-versa 8 fois. Et tout doit être emballé dans un espace très réduit. Et donc la cellule ne pousse pas ce brin bon gré, mal gré dans cette structure. Ce n'est pas comme si je faisais mes bagages pour partir en voyage. C'est en fait soigneusement emballé. Et la façon dont la cellule procède est qu'elle enroule l'ADN autour de la protéine appelée histone. Ces histones s'attirent ensuite les unes les autres et finissent par former ces structures que l'on appelle des chromosomes, que l'on peut parfois voir avec les yeux, mais généralement avec un microscope. Mais tout n'est pas regroupé, sinon aucun gène ne pourrait être lu. Certains gènes doivent être ouverts et démêlés, déroulés pour pouvoir être activés. C'est une très bonne analogie, et vous avez vécu dans les années 70 et 80 à l'époque des cassettes. Je vous laisse décrire ce que c'était. Ok, pour avoir vécu cette époque, pour les enfants à la maison, une cassette est une cassette en plastique avec une bobine de chaque côté de la bande magnétique. Mais ce qui est important dans cette analogie, c'est que si vous la retournez, seule une petite partie de cette bande contient beaucoup d'informations, mais seule une petite partie est lisible à un moment donné. Et ce serait un gène. Et ça, c'est un gène. Et donc, si votre cellule essaye de lire votre code, elle n'accède qu'à cette petite partie à la fois. Elle n'accède pas à la totalité. Et c'est en fait ce qui permet aux cellules de savoir quelles sont des cellules ou quel type de cellules elles sont. C'est essentiel lorsque nous sommes fécondés en tant qu'ovules, nous pouvons être n'importe quoi, mais nous devons avoir aussi certains types de cellules. Une cellule du cerveau doit savoir comment être une cellule du cerveau pendant 100 ans ou plus, et une cellule de foie doit rester une cellule de foie. Si vous vous réveillez demain et que votre cerveau ressemble davantage à une cellule de peau, vous aurez des problèmes. L'emballage de l'ADN est spécifique au type de cellule, et chaque fois que cette cellule se divise, comme dans une cellule de peau, elle ne devient pas soudainement un neurone parce que les cellules héritent de l'information qui dit que ce gène est pour les cellules de peau, et préservent celui-là sans activer la cellule du cerveau. On sait cela grâce à l'épigénétique. L'épigénétique, c'est l'autre partie de l'information contenue dans une cellule qui contrôle les gènes qui sont bien emballés. Mais emballés ou déballés, comme cela peut arriver si votre cassette reste coincée dans la machine. Vous vous souvenez quand cela arrivait ? Je m'en souviens, et alors il fallait prendre le petit crayon et l'enrouler. Nous pensons que le problème du vieillissement réside en partie de la perte de ce bel emballage de l'ADN qui permet à une cellule de rester une cellule de peau pour toujours, ou une cellule du cerveau essentiellement. Et cela est perdu. Vous commencez à voir cette destruction de l'ADN et les gènes qui ne devraient pas être activés commencent à l'être avec le temps. Les gènes qui ne devraient pas être lisibles le sont maintenant jusqu'à ce que vous ayez toutes ces informations supplémentaires qui apparaissent et que les cellules peuvent lire. Et comme les cellules lisent maintenant de grandes parties du code au lieu des parties très spécifiques du code, elles s'embrouillent. Exact. On appelle ça X-différenciation. La différenciation est le terme courant pour désigner les cellules qui deviennent un certain type de cellules. Et nous avons inventé le terme de X-différenciation, qui est essentiellement une confusion cellulaire. Elles deviennent un type de cellule plus général, peu spécifique, parce que les gènes qui ne devraient pas être activés commencent à l'être au fil du temps. Et nous pensons que c'est une cause fondamentale, si ce n'est la cause fondamentale du vieillissement lui-même. Déroulons un peu cela, c'est une sorte de jeu de mots. La chose que vous m'avez dite et qui a vraiment en quelque sorte complètement changé la façon dont je pensais au vieillissement, même après avoir travaillé avec vous pendant un certain temps, c'est que ce n'est pas seulement la cause du vieillissement. Vous pensez que la X-différenciation est à l'origine de nombreuses maladies, voire de la plupart des maladies. Mais je ne fais pas que le croire, je pense que c'est maintenant un fait. Si l'on considère la maladie d'Alzheimer, et malheureusement, jusqu'à ces dernières années, nous la traitions au stade final du processus de vieillissement qui se traduit par des plaques, des enchevêtrements et une démence. Mais le processus qui a conduit à cette maladie s'est produit dès la naissance, et c'est le vieillissement. Ainsi, la maladie d'Alzheimer, pour ne prendre qu'un exemple, est une maladie liée à l'âge, qui n'est pas seulement liée à l'âge. Elle est en fait causée à 90% par le processus
processus de vieillissement, ce déroulement, cette X-différenciation. Si nous étions capables de ralentir cela, vous auriez Alzheimer beaucoup plus tard. Et maintenant, nous montrons dans mon laboratoire, et nous allons en reparler, et je tiens à le mentionner parce que c'est si important, nous pouvons inverser l'âge du cerveau chez un animal. Et lorsque nous faisons cela, nous montrons, et nous continuons à le tester, que ces maladies disparaissent, ce qui prouve que ces maladies sont en fait causées par le vieillissement. Ok, alors voyons si je peux faire un rapide résumé. Nous avons ces cellules cérébrales. Les neurones, nous avons des neurones. Des neurones, oui. Au fil du temps, parce que notre ADN se déroule, il devient moins serré. Le code est plus lisible. Par exemple, le code qui fait qu'un foie est un foie ou qu'un rein est un rein. Et donc cette cellule cérébrale fait aussi partie d'une cellule rénale. Oui, on peut lire tous les gènes qui sont activés. On appelle ça des modèles d'expression génétique. Donc on voit ça dans le cerveau des malades d'Alzheimer. On peut voir que la cellule est... Elle perd son identité. Elle perd son identité. Elle perd la tête, pour ainsi dire. Et c'est ce que l'on constate avec le vieillissement normal. Même si vous n'avez pas la maladie d'Alzheimer au cours du vieillissement, j'ai 50 ans maintenant et certaines de mes cellules cérébrales sont sans doute en train de s'embrouiller, de commencer à croire qu'elles sont en partie des cellules de peau, en partie des cellules de rein. Et c'est probablement la raison pour laquelle vous ne pouvez pas fonctionner comme vous le faisiez quand vous aviez 20 ans. Ok, ça concernait la démence, la maladie d'Alzheimer. Qu'en est-il des autres maladies? Est-ce qu'il y en a une autre qui est un bon exemple pour ça? Le diabète de type 2? Oui, l'hyperglycémie. Glycémie élevée, même processus. Oui. Même problème. Eh bien, ce ne sont pas deux maladies différentes, c'est la même chose. C'est un point important. Nous avons considéré les maladies comme des choses distinctes. C'est comme ça que fonctionne la médecine moderne. Nous avons besoin d'un médicament différent pour le diabète de type 2 et pour la maladie d'Alzheimer, pour le cancer, pour la fragilité, pour la fonte musculaire, la perte osseuse. Je dis que c'est le même processus qui conduit à toutes ces maladies. Et si nous pouvons ralentir, et même maintenant nous avons une technologie pour inverser ce processus, ces maladies seront ralenties et même disparaîtront grâce à l'inversion de l'âge. Ok, mais je veux que vous l'expliquiez clairement avec le diabète et je ne veux pas que vous fassiez la même chose en 3 exemplaires. Donc je suis convaincue qu'il faut expliquer à Alzheimer ce qui se passe dans le diabète. C'est donc le même processus? Oui, donc le diabète de type 2 est en partie un problème de transfert du glucose du sang vers les muscles et le cerveau, qui sont les principaux consommateurs de glucose. Et si vous n'aspirez pas le sucre de votre circulation sanguine, vous allez avoir de la mélasse ou des protéines caramélisées dans votre organisme, ce qui va provoquer toutes sortes de... Ça a l'air délicieux, mais c'est vraiment une mauvaise chose. Non, il ne faut pas que le glucose soit attaché aux protéines. En fait, on peut le mesurer. Les médecins font un test appelé HbA1c, qui indique la quantité de glucose physiquement liée à l'hémoglobine, qui transporte l'oxygène. Et c'est un pourcentage. Donc, si plus de 5,7% de votre hémoglobine est liée au glucose, vous êtes prédiabétique. Et au-delà de 6,5, je crois que vous êtes en fait un diabétique de type 2 à ce stade. Et vous devez alors prendre de la metformine. Ce que je veux dire, c'est que nous savons qu'un taux élevé de sucre dans le sang prédispose à d'autres maladies, comme les maladies cardiaques, la fragilité et la démence. Il ne faut pas que vous ayez beaucoup de sucre dans le sang. C'est l'une des raisons pour lesquelles, je crois, tout le monde devrait essayer de maintenir son taux de sucre dans le sang à un niveau raisonnablement bas, car les taux élevés sont toxiques. Mais ce qui se passe dans le processus du vieillissement, c'est que les cellules qui tapissent les vaisseaux sanguins, qui aspirent le glucose hors de votre système, perdent leur fonction. Il y a un gène particulier qui est nécessaire pour aspirer le glucose de l'extérieur vers l'intérieur de la cellule. Il s'appelle GLUT4. C'est un transporteur de glucose numéro 4. Au fil du temps, avec le vieillissement, et surtout si vous êtes obèse, que vous ne faites pas d'exercice et que vous ne faites pas toutes les bonnes choses, les cellules perdent la capacité de fabriquer ce transporteur GLUT4 et le glucose reste plus longtemps dans votre sang, ce qui est toxique. Vous venez de dire il y a quelques instants, et ensuite vous prenez de la metformine. Il me vient à l'esprit que la metformine active la MPK. Donc, est-ce que c'est l'inverse de la différenciation de X? Qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, ces gènes défensifs semblent partiellement réinitialiser le vieillissement. Les sirtuines font partie du processus d'enroulement qui lie l'ADN. En activant ces différents gènes de longévité, nous ralentissons et inversons certains aspects de ce processus de différenciation X et faisons en sorte que les cellules se rappellent comment se comporter.
Ok, nous avons vu Alzheimer, le diabète de type 2, les maladies cardiaques. Les maladies cardiaques sont dues au cholestérol, à la mauvaise alimentation et à une vie entière de mauvaises habitudes d'exercice. C'est vrai. Vous êtes sur le point de me dire que ce n'est rien de tout ça? C'est ça, mais ce n'est pas ça. C'est en fait la différenciation X. Oui, ce que nous avons découvert, c'est que nous pouvons maintenant contrôler le vieillissement, du moins chez les souris, et nous faisons des expériences, des essais cliniques chez l'homme maintenant. Pourquoi faites-vous des essais cliniques? Ne sont-ils pas réels? Oui, des expériences sur les humains, cela sonne moyen, mais les essais cliniques sont réels. Les gens vont prendre cette petite section et se dire « Vous voyez, ils ne pensent pas vraiment que ce sont des essais cliniques. » Eh bien, ce sont tous des essais cliniques en double aveugle, contrôlés par placebo sur les humains, mais sur les souris... Mais c'est réel. Oui, donc les maladies cardiaques, ce que nous avons montré dans mon laboratoire, c'est que nous pouvons faire avancer le vieillissement en perturbant les bobines. Nous pouvons soit réduire la quantité de sirtuine, ce qui les amène à se différencier, soit créer certains types de stress sur la cellule qui causent également ce problème. S'il y a un stress extrême, nous pouvons accélérer le vieillissement chez une souris. Et l'un des effets que nous obtenons est une maladie cardiaque chez une souris. Donc maintenant, nous avons cette preuve que la perturbation de l'épigénome, les lecteurs de l'ADN causant une différenciation X, est la cause de toutes ces maladies, y compris les maladies cardiaques chez la souris. Pour accélérer le vieillissement chez la souris, nous devons être capables de mesurer le vieillissement. Et l'une des façons de le faire, et probablement celle qui a le plus de sens pour les gens dans la façon dont nous pensons au vieillissement, est de regarder une souris. Elle a plus de poils gris, elle devient plus faible, elle est confuse. Elle n'est pas aussi joyeuse et excitée, et elle ne court pas aussi longtemps sur son petit tapis roulant. Mais il existe désormais d'autres moyens de mesurer le vieillissement. Et c'est un point très important, cela conduit à l'explosion. Oui, c'est vrai. Donc c'était en 2013. Un article est sorti du laboratoire de Steve Horvat. Et il y avait un autre article de Greg Annam qui a montré que si vous mesurez les produits chimiques qui contrôlent ce regroupement et ce bobinage du génome pour spécifier le type de cellule, il y a certains sites sur les gènes que vous pouvez mesurer. Le produit chimique est spécifiquement appelé méthylation de l'ADN. C'est très simple. C'est juste une molécule de carbone avec 3 molécules d'hydrogène. Ces cellules chimiques s'ajoutent à l'ADN, se collent à l'ADN pendant le développement dans l'utérus pour rendre une cellule cérébrale différente d'une cellule hépatique, un modèle différent. Mais au fil du temps, il y a des changements qui sont prévisibles et ils changent de façon linéaire. Ainsi, si je prends une cellule de votre peau et de votre sang et que je mesure le modèle de méthylation de l'ADN à travers le génome, à travers ces 2 mètres dans une cellule ou dans des milliers de cellules comme nous le faisons, je peux intégrer cela dans un programme et il sortira votre âge biologique réel, pas vos bougies d'anniversaire qui sont basées sur le nombre de fois que la Terre a fait le tour du Soleil. Ce n'est pas pertinent. L'âge que vous avez réellement, qui peut aussi prédire quand vous allez mourir. C'est terrifiant. Non, ce n'est pas terrifiant, c'est libérateur, car nous savons maintenant comment ralentir ce processus et même l'inverser. Nous pouvons faire en sorte que l'ADN se dégrade moins et qu'il soit reconditionné pour inverser le processus de vieillissement et faire en sorte que les cellules fonctionnent comme avant. Donc ce chiffre ne devrait pas être effrayant. Il peut l'être si vous ne pouvez rien y faire, mais comme nous allons l'apprendre dans cette série, il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire. Tout cela est bien beau si nous pouvons tous faire mesurer nos horloges biologiques à tout moment. Mais cela semble vraiment coûteux et long. Et c'est un processus, et bien sûr, je suis en train de vous titiller, mais c'est aussi un moment très important. Il était autrefois coûteux de lire le premier génome humain, ce qui représentait plus de 2 milliards de dollars et nécessitait une armée de personnes et des bâtiments entiers. Maintenant, nous pouvons lire le génome sur un petit carré en une journée et cela coûtera 100 dollars, probablement l'année prochaine. Nous utilisons cette même technologie pour lire les modèles de méthylation de l'ADN. On le passe dans ce qu'on appelle un séquenceur d'ADN. Pour l'instant, il faut débourser quelques centaines de dollars pour analyser un échantillon, ce qui est encore trop cher pour la plupart des gens si vous voulez
voulais faire des analyses chaque semaine ou même chaque mois. Mais un étudiant de mon laboratoire, Patrick Griffin, vient de mettre en ligne notre prépublication qui montre que nous pouvons rassembler des milliers d'échantillons de personnes et les analyser en même temps dans ces machines de séquençage. Cela ramène le coût à environ moins $1 pour le faire fonctionner. Pourquoi est-ce important? Cela signifie qu'un jour, n'importe qui pourra faire un prélèvement dans la bouche, déterminer son âge biologique et savoir si ce qu'il fait dans sa vie fonctionne ou non pour ralentir le vieillissement. Donc théoriquement, si je voulais vérifier mon âge biologique chaque semaine, je pourrais le faire en gros pour $50 par an. Ce sera un petit appareil domestique. Vous pourrez le faire tous les matins si vous en avez envie. Et votre argument est, je suis d'accord avec ça, c'est beaucoup plus important pour notre compréhension de notre sens général de la santé et de notre état général de propension à la maladie que notre âge chronologique ne l'a jamais été. Exact. Nous constatons que les personnes qui n'ont pas fait ce qu'il fallait, qui n'ont pas fait d'exercice et qui n'ont pas suivi un bon régime alimentaire ont un âge biologique plus avancé et mourront plus tôt à cause de cela. Nous pouvons maintenant mesurer le processus de vieillissement avec précision, C'est incroyable que nous ayons maintenant notre score de crédit biologique, que nous pouvons modifier. Le vieillissement est malléable, ce nombre ne reste pas le même et il ne doit pas continuer à augmenter chaque année. Pour la levure et les souris. Eh bien, chez les humains maintenant, il y a des publications. Greg Faye, qui a une entreprise en Californie, a travaillé avec les chercheurs de l'UCLA. En fait, le gars qui a co-découvert l'horloge biologique avec Steve Horvath, ils ont publié l'année dernière qu'un triple traitement de produits chimiques, la DHEA, metformine et l'hormone de croissance, a reconstruit le thymus, car ce qui arrive à chacun d'entre nous, c'est qu'il devient plus petit. Mais plus important encore, ils ont mesuré l'horloge biologique du sang pour déterminer ce qui s'est passé avec leur âge. Et ils ont rajeuni de 2 ans et demi. Après un seul traitement? Il a fallu un mois de traitement. Une série de traitements. Mais voilà, ce qui est fondamental dans tout ça, vous pourriez dire 2 ans et demi qui s'en soucient. C'est pas grand-chose. Je voudrais 2 ans et demi supplémentaires. Je prendrai 2 semaines de plus si je peux les avoir. Mais 2 ans et demi, c'est important pour 2 raisons. D'abord, Greg montre maintenant qu'il est possible de répéter l'expérience et de revenir en arrière, non pas de 2 ans et demi, mais de 5 ans. Je connais des gens qui ont inversé leur horloge épigénétique de 20 ans en 1 an. Ils avaient un pré-traitement mesuré. Oui. Ils ont subi le même traitement que Greg a utilisé dans l'étude, ou un traitement similaire. Certaines personnes, mais parlons de... Il y a maintenant un certain nombre de moyens qui semblent inverser le vieillissement du corps. C'est une étonnante... Du moins d'après ces horloges biologiques. Exactement, mais maintenant nous voulons savoir s'ils sont en meilleure santé. Ont-ils l'air plus jeunes? Jusqu'à présent, de manière anecdotique, la réponse est oui. Mais pensez à ceci, c'est le deuxième point qui est important. 2 ans et demi, ce n'est peut-être pas grand-chose pour certaines personnes, pour une partie de notre public. Mais pour être immortel, il suffit de reculer d'1 an à chaque anniversaire. Ok, d'accord. Donc nous sommes immortels maintenant. Merci David. Ok, on peut s'arrêter là maintenant. Nous avons du travail à faire. Nous avons définitivement du travail à faire, surtout quand il s'agit de... Ça va faire flipper les gens parce qu'ils vont se dire David Sinclair de l'université de Harvard vient de dire que nous pouvons être immortels. Il n'y a aucune raison pour que nous ne le puissions pas. Il n'y a aucune loi qui dit que nous devons vieillir. Nous apprenons maintenant non seulement ce qui cause le vieillissement, mais aussi comment réinitialiser le corps pour qu'il redevienne jeune. Nous ne savons pas combien de fois vous pouvez réinitialiser le corps, mais je parie que c'est plus d'une fois. Donc ce qui se passe dans un monde où vous pouvez réinitialiser votre âge plusieurs fois, c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. Je pense que lorsque les gens regarderont ce podcast et l'écouteront dans 100 ans, ils diront que c'était le moment où l'humanité a vraiment changé. Ok, alors résumons un peu tout ça. Résumons cet épisode. Il s'agit de pourquoi nous vieillissons. Pour que les gens soient capables de, au lieu d'écouter l'épisode encore et encore et encore et d'essayer de le résumer, parce qu'il y a beaucoup de choses ici, allons droit au but. Pourquoi vieillissons-nous ? Nous comprenons désormais que ce ne sont pas seulement les choses qui vont mal. Il y a en fait un processus fondamental. Il y a le tic-tac de l'horloge, le déroulement des gènes qui se produit dans tout, de l'arbre à la levure, en passant par le ver, la souris et nous-mêmes. C'est une cause fondamentale du vieillissement qui conduit à beaucoup de choses qui vont mal. Il y a des caractéristiques du vieillissement qui conduisent à la maladie. Nous les voyons dans les cliniques. Les médecins essaient de traiter le stade final de ce processus souvent trop tard en mettant un pansement sur un problème. Ce
que je dis, et ce dont nous avons discuté, c'est qu'il y a une couche au-dessus de toutes ces maladies au cours du vieillissement. Ce sont les régulateurs. Les régulateurs dont nous avons parlé sont mTOR, qui réagit aux acides aminés, AMPK, qui s'occupe de la glycémie et de l'énergie, et les sirtuines, qui réagissent à ces deux éléments et à d'autres, dont nous parlerons dans un autre épisode, comme la chaleur et le froid. Ce qu'ils font, c'est qu'ils ralentissent tous ces mauvais processus. Le principal qui est à l'origine de toutes ces mauvaises choses dans les maladies, que nous appelons maladies de la vieillesse, est le processus de différenciation X. Donc, ce que nous voulons vraiment faire, c'est faire en sorte que cette couche intermédiaire soit super puissante et qu'elle ralentisse et même inverse le processus de vieillissement. Et comment fait-on ça? Nous avons maintenant cette couche supérieure qui est importante et c'est l'environnement. Il s'avère que la plupart de ce qui régule cette couche protectrice intermédiaire de survie n'est pas la génétique que vous recevez de vos parents. C'est 20% du contrôle de vieillissement seulement. Le savons grâce à une étude de jumeaux sur les données très anciennes du Danemark. Oui, il y a une étude de Christensen et al. Qui date de 2003 et qui a examiné des jumeaux danois qui sont génétiquement identiques. Mais ils vivent des styles de vie différents. Ils ont des environnements différents. Certains fumaient, d'autres non. Certains faisaient de l'exercice, d'autres non. Même si vous êtes génétiquement identique, 20% de votre santé sera déterminée plus tard dans la vie, ce qui ralentira le vieillissement. Mais 80% est entre vos mains. Comment vous vivez, etc. C'est la couche supérieure qui contrôle les gènes de longévité, qui contrôle la différenciation X et le processus de maladie. Donc maintenant, on doit trouver quoi faire dans cette couche supérieure, ce qui est dans nos mains. La plus grande part est entre nos mains. En effet, oui, 80%. Nous commençons maintenant à comprendre comment vivre une vie pour maximiser cette longévité et ralentir ce processus de vieillissement. Mais nous n'avons pas couvert les sirtuines jusqu'ici d'une manière correcte, ce qui a pu perdre certaines personnes. Les sirtuines, qui sont le troisième groupe de ces gènes de longévité, comment fonctionnent-ils? Eh bien, 3 de ces 7 gènes existent dans le noyau pour contrôler le processus d'enroulement. Donc, ce processus de différenciation est en fait dû à des dysfonctionnements des sirtuines. Nous pouvons maintenir leur fonction pendant la vieillesse et même l'âge moyen en faisant de l'exercice, en suivant un régime et en ayant parfois faim. Les sirtuines seront activées et nous parlerons plus tard de moyens chimiques pour le faire. Mais ensuite, elles s'occupent de cela, de l'emballage du génome. Mais vous vous souvenez que j'ai parlé des sirtuines SIR. SIR signifie régulateur d'information silencieux. Qu'est-ce que ça veut dire? Silencieux, c'est l'empaquetage de l'ADN qui les rend silencieux. Vous ne voulez pas que les gènes du foie soient activés dans le cerveau. L'information, c'est l'ADN et elle le régule. Sirtuine, c'est dans le nom. En fait, dans les années 1990, c'est pourquoi je travaille depuis pour essayer de comprendre et de tester ma théorie de l'information sur le vieillissement, qui n'est devenue que récemment, grâce au livre, une théorie très populaire en biologie. En fait, c'est maintenant, je dirais, la principale théorie de pourquoi nous vieillissons. Il y a une très bonne métaphore et nous l'avons déjà utilisée. Vous l'avez beaucoup utilisée, mais je pense que cela vaut la peine de le répéter pour cette théorie de l'information. Encore une fois, je présente mes excuses aux gens qui n'ont pas grandi dans les années 80 et 90. Mais nous allons maintenant passer des cassettes aux disques compacts. Oui, les CD, c'est des appareils incroyables. Vous pouviez y mettre environ 10 chansons. La façon dont ils fonctionnent est que vous avez des informations numériques de 1 et 0, semblables à la façon dont l'ADN est codé, qui est sur 4 bases chimiques, A, C, T, G. Cette information numérique est lue par un laser et elle joue de la belle musique. Disons que vous avez une symphonie avec 10 parties. Chaque cellule jouera une combinaison différente de ces chansons. Mais au lieu d'en avoir 10 dans chaque cellule, il y en a 20 000. Il y a 20 000 gènes différents à jouer. Ce que je dis avec le vieillissement est que c'est équivalent à avoir des rayures sur le CD, de sorte que le lecteur, qui est un laser, saute et joue les mauvaises chansons au mauvais moment. Et cela semble horrible, c'est une cacophonie. Personne ne veut écouter cela. Je dis que c'est l'équivalent du processus de vieillissement. Et ce sur quoi on travaille depuis 20 ans dans mon labo à Harvard, c'est comment éviter ces rayures, de manière à rénover le CD pour que ces belles symphonies soient à nouveau jouées. Nous allons revenir à cette métaphore, je pense, probablement encore et encore comme une sorte de point auquel nous pouvons nous référer quand nous parlons de toutes ces choses que nous pouvons faire pour nous débarrasser de ces égratignures, pour essuyer ces tordures épigénétiques, pour inverser le vieillissement.
Exact, et les maladies du vieillissement disparaîtront. C'est énorme. Je pense qu'il s'agit d'un tournant dans l'histoire de la médecine, car nous comprenons réellement les causes fondamentales de ces maladies et nous ne nous contentons pas d'essayer de résoudre les problèmes lorsqu'ils se présentent. Je compare cela au fait d'arriver au bord d'une falaise, et vous l'avez écrit dans le livre, c'est que nous avons trop souvent essayé de comprendre pourquoi nous tombons d'une falaise en fin de vie, sans même nous poser la question de savoir ce qui nous a amenés au bord de cette falaise en premier lieu. Maintenant, nous comprenons enfin comment nous arrivons à cette falaise et même comment l'empêcher. Et donc, à un moment donné, peut-être que nous n'aurons pas à nous inquiéter des maladies, parce que nous serons en si bonne santé, si jeunes, qu'elles ne nous pousseront pas au bord, ni ne nous rendront malades. Peut-être que nous pouvons traiter cela, mais... Comme nous l'avons vu avec le Covid-19, si vous êtes jeune, vous pouvez survivre. C'est donc très important. Il ne s'agit pas seulement des maladies de la vieillesse. Les maladies tout au long de la vie peuvent être prévenues et traitées en exploitant cette couche intermédiaire, ces gènes protecteurs de survie, mTOR, AMPK, sirtuine et autres. Et pas seulement en modifiant le mode de vie, qui est assez facile à mettre en œuvre. Nous pouvons le faire aujourd'hui, mais aussi de plus en plus avec des nutriments, des médicaments et des suppléments. Mais c'est un monde désordonné. Et l'une des choses que nous allons faire dans ce podcast et dans les prochains épisodes est de parler de ce qui est vrai et de ce qui ne l'est pas, des compléments qui fonctionnent, des fabricants auxquels vous pouvez faire confiance. Tout cela pour clarifier ce monde indigne de confiance et parler de ce qui est connu et de ce qui ne l'est pas et de ce qui, espérons-le, le sera bientôt. Nous allons donc beaucoup parler de ce que les gens peuvent faire individuellement pour atténuer le vieillissement, mais il y a une chose que vous avez dit, que vous pensez que nous devrions faire collectivement en tant que société pour aborder ce problème, pour nous garder non seulement individuellement de ce précipice, mais pour nous garder en tant que peuple loin de ce précipice. Il y a une chose que nous avons ignorée pendant des siècles. La médecine moderne n'y pense même pas. Que le vieillissement lui-même est une condition médicale. Le vieillissement est une maladie et comme nous en avons parlé aujourd'hui et comme nous en parlerons dans les prochains épisodes, il s'agit de plus en plus d'une condition médicale traitable. Alors pourquoi est-ce important ? Le principal problème de la façon dont nous pratiquons actuellement ce que j'appelle la médecine de la top est que l'on attend d'être malade pour aller chez le médecin. Ce qui est souvent trop tard, surtout lorsqu'il s'agit d'un cancer. Mais même les maladies cardiaques sont difficiles à inverser actuellement. Si vous allez chez le médecin, il traitera cette maladie spécifique et ignorera ce qui vous a amené là en premier lieu. Nous disposons d'assez bons médicaments pour la pression artérielle et les maladies cardiaques, mais cela ne tient pas compte du reste du corps. Notre cerveau vieillit toujours et c'est le pire cauchemar de la société. Il n'est pas étonnant que nous assistons à une augmentation des démences, car nous ne traitons pas l'ensemble du corps. Mais maintenant que nous comprenons que toutes les parties du corps et essentiellement toutes les maladies de la vieillesse sont dues au même processus sous-jacent, nous pouvons trouver des moyens de ralentir, d'arrêter et d'inverser ce processus. Pas seulement dans une partie du corps, mais dans tous les tissus des organes, afin que nous puissions rester jeunes, pas seulement dans notre système cardiovasculaire, mais aussi dans notre cerveau. Et quand nous faisons cela, c'est la vraie longévité. Cela peut nous permettre de vivre des décennies de plus en meilleure santé. Et nous pouvons y arriver ensemble. Ce dont nous allons parler, c'est qu'il n'est pas si difficile de ralentir le processus de vieillissement. Il n'est pas difficile de le mesurer et nous allons apprendre comment le faire. Ceci n'était que l'introduction. Nous entrerons dans les détails dans les prochains épisodes avec des choses pratiques que les gens peuvent faire tous les jours pour maximiser leur santé, leur performance, leur apparence et finalement leur longévité. Une fois que les médecins comprennent que nous pouvons le faire, une fois que nous comprenons tous que nous pouvons le faire, cela devient un impératif. Je dis que ce n'est pas seulement un droit de vivre plus longtemps, c'est en fait votre obligation, votre devoir envers votre famille. Il n'est pas juste d'abuser de son corps ou de le négliger, de se faire soigner pendant 20 ans dans une maison de retraite. Nous devons à nos familles de rester en aussi bonne santé que possible et à la société d'être aussi productifs que possible. Admettons que nous avons encore 30 ans. Eh bien, 30 ans de plus vous offre la possibilité de commencer une nouvelle carrière, de visiter des endroits, d'éduquer votre arrière-petit-enfant, de vous amuser. Nous allons avoir le type de vie dont les gens ne peuvent que rêver aujourd'hui. Ces 7 prochains épisodes vont être très amusants. Je m'amuse déjà beaucoup. Nous allons également aborder des recherches plutôt intéressantes sur ce qui fonctionne et pour la plupart, ce qui ne fonctionne pas.
Cela va être, je pense, un défi aussi pour beaucoup de gens qui veulent une solution très rapide et facile ou qui veulent croire ce qu'ils supposent être efficace. Il y a beaucoup de mythes. Citons-en quelques-uns. Les télomères, les antioxydants, tout ça, on va y venir. Mais il y a tellement de choses qui sont devenues des mythes et qui ne font pas grand-chose pour la longévité. Mais il y a des choses qui fonctionnent vraiment en ce moment et des choses qui sont à la portée de tous et qui vont époustoufler tout le monde. Dans le prochain épisode, nous allons parler spécifiquement des régimes et des jeûnes. Nous ne voulons rien révéler, mais c'est le prochain épisode, c'est bien ça ? Oui, c'est ça. Donc, on se voit dans une semaine. Nous allons terminer par des remerciements. Si vous avez apprécié l'émission, vous pouvez vous abonner soit sur Apple, Spotify ou YouTube. Sur Apple, vous pouvez laisser une note allant jusqu'à 5 étoiles. Une autre façon de nous soutenir est de soutenir nos sponsors, dont j'ai parlé plus tôt dans l'émission. Et enfin, un autre moyen de nous soutenir est de passer par Patreon. Nous avons un site web Patreon, patreon.com/David Sinclair. Merci encore de nous avoir rejoints. Nous espérons vous voir la semaine prochaine.